je suis là aujourd'hui pour faire appel à votre casquette business. Donc, on va parler de business, on va parler de patients, donc on va parler de santé, mais on va allier la santé et le business. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes officinaux. Alors, j'aimerais bien savoir qui nous avons aujourd'hui. Est-ce que c'est des pharmaciens installés, des étudiants, des professionnels de la santé, des médecins, des infirmiers? Qui est pharmacien installé? Peut lever la main? Une écrasante majorité, voire tout le monde. Étudiants? Alors, j'ai 2 personnes qui ne sont pas pharmaciens installés. Vous faites quoi dans la vie? Pharmacien responsable dans l'industrie pharmaceutique. En officine, super. Et la 2e personne qui n'avait pas levé la main? Pharmacienne et formatrice. Et au fond, vous faites quoi? Super. D'accord. Ravi de vous avoir tous et j'espère vous apporter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de centricité patient, levier de croissance de mon officine. Donc on va voir comment être centré patient, plus exactement, on se dit patient-centered care, donc mettre les soins du patient au sein de mon officine va me permettre de développer sa croissance. Et on va regarder ensemble quels pourraient être les outils de cette centricité patient. Parce que quand on parle généralement de centricité patient, qu'est-ce que vous entendez, vous, par centricité patient, avant que je vous donne ma définition des choses et comment vous pouvez l'utiliser dans votre officine? Qu'est-ce que vous entendez par la centricité patient? Alors, j'ai bien entendu la relation client au départ et puis un rattrapage vers la centricité patient, ce qui est excellent, parce que vous avez des patients qui sont des clients. Vous avez des patients qui sont des consommateurs, vous avez des patients qui sont des usagers, donc c'est exactement ça. On va mettre un gros zoom sur la relation client. D'autres, qu'entendez-vous par la centricité patient de votre côté? Pardon? Qu'est-ce que vous entendez par la centricité patient? Se concentrer sur le patient dans sa globalité. D'accord, intéressant. Est-ce que vous avez des attentes particulières de cet atelier? Des outils? Oui. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous... Dans 45 minutes ou 1 heure, vous allez sortir de cette salle. Est-ce que qu'est-ce que vous voulez avoir appris? D'accord. Très bien. Alors ça, c'est une attente que normalement vous allez ressortir avec. Donc, merci beaucoup pour votre interactivité. J'aime beaucoup connaître un peu mon public avant de démarrer une conférence. On va faire en sorte que cette conférence soit la plus interactive possible pour que je ne sois pas juste une donneuse pendant 1 heure, mais que ce soit interactif et que vous vous nourrissiez de moi comme je peux me nourrir également de vos expériences très riches. Donc, nous allons regarder ensemble, voici le plan de l'intervention de ce jour. On va parler de pourquoi aujourd'hui on met la centricité patient et pourquoi aujourd'hui la centricité patiente est hyper importante. Donc on va refaire un petit tour sur le contexte du pharmacien aujourd'hui. Qu'est-ce que le pharmacien au Maroc vit? Qu'est-ce que le pharmacien dans le monde est en train de vivre? Et comment il est en train de réfléchir son business model? Et puis, on va voir comment la Customer Centricity, donc au-delà de la centricité patient vient d'un concept qui est beaucoup plus large dans les sciences de gestion en général, d'un concept qui s'appelle la centricité client. Étant donné que votre patient est votre client, nous, on l'appelle centricité patient. Donc, on va voir comment la Customer Centricity peut être un outil de développement avec une nouvelle approche de business et de marketing. Et on va voir pourquoi on l'utilise et quels sont les outils à connaître. Donc on va parler de l'expérience patient, on va parler aussi du développement de la culture patient. Et on va aussi parler des attributs de satisfaction et de fidélisation. Et enfin, on va aller explorer quelques pistes concrètes en officine de comment je peux mettre ce fameux patient au centre de mon exercice officinal. C'est-à-dire comment je peux vraiment faire en sorte que je développe mon rendement en officine tout en le mettant au centre, en lui proposant de nouvelles choses, notamment le développement des services.
Et puis, on ouvrira une session de Q&A, questions-réponses, auxquelles je pourrai répondre ensuite à vos questions. Donc, contexte du pharmacien d'officine. Comme on le sait tous, on a une inflation qui est là depuis quelques années maintenant, avec un panier moyen et un pouvoir d'achat qui reste très limité au Maroc, avec un marché étroit. Donc il y a un gros stress sur le rendement de l'officine, avec un chiffre d'affaires qui est de plus en plus diminué, étant donné que le pouvoir d'achat ne suit pas. Mais normalement, l'assurance maladie obligatoire devrait vous faire gagner des patients et donc vous apporter des augmentations de chiffre d'affaires. Mais on ne peut pas juste attendre que la réglementation ou que l'assurance maladie obligatoire puisse nous sauver le pharmacien d'aujourd'hui. Il faut mettre en place des actions concrètes à votre niveau, puisque c'est votre business et donc il faut prendre les choses en main sans attendre que l'État le fasse. Il y a la baisse des prix des médicaments, ça c'est le cas depuis 2013-2014 avec le décret, et puis ça va continuer étant donné que nous sommes au Maroc dans le cadre d'un État social. Il y a une très forte volonté de souveraineté sanitaire et économique, et qui dit souveraineté sanitaire dit que il faut développer l'accès aux soins, il faut développer l'accès aux médicaments par la patientèle, et ça passe par un baisse de prix du médicament. Donc, qu'est-ce que ça engendre pour vous en tant que pharmacien? Le monopole du médicament, donc le monopole de la pharmacie, n'est plus suffisant pour un rendement pérenne et pour un business viable sur le long terme. C'est super, ça a été votre avantage concurrentiel pendant des années, votre facteur de différenciation, c'est que vous pouvez vendre le médicament et personne d'autre, mais aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non, je vois des têtes qui... Donc on va voir comment contrecarrer cet avantage concurrentiel qui n'est plus pour en développer de nouveau. On a aussi de plus en plus de key opinion leaders, de gouvernance, de lobbying. Alors, il y a aussi, dans le contexte du pharmacien au Maroc, un manque peut-être de gouvernance, où on a les différents syndicats qui s'organisent, qui essayent de plus en plus de s'organiser, mais qui doivent davantage discuter avec les ministères de la Santé, avec les autorités gouvernementales, pour faire voter des lois en votre faveur, notamment des lois qui vous permettent de valoriser l'acte officinal ou de développer des services qui jusque-là sont gratuits en services payants par exemple. Donc ça, c'est un levier à déclencher, à vous mettre et à vous mettre tous d'accord dessus. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est ce qui se passe et qui est indépendant de votre volonté. Donc on a une inflation, ce n'est pas de votre ressort, baisse des prix des médicaments non plus, et puis la gouvernance avec les autorités gouvernementales. Mais par contre, qu'est-ce qui est à votre niveau microéconomique? À votre niveau microéconomique, on a un consommateur, qui est le patient, qui devient de plus en plus nomade. Qu'est-ce qu'on entend par le nomadisme? C'est-à-dire qu'avant, il avait une pharmacie, il était fidèle à sa pharmacie parce qu'elle était juste à côté de chez lui, parce qu'il avait une bonne relation avec son pharmacien ou parce que tout simplement c'était sa pharmacie habituelle ou pharmacie de famille. Aujourd'hui, il peut vous changer pour un achat en ligne, il peut vous changer pour un service en plus, il peut vous changer pour un prix diminué, il peut vous changer pour une disponibilité de produits. Donc on a des consommateurs qui sont de plus en plus volatiles. Nous-mêmes, vous êtes aussi des consommateurs de vos pharmacies et vous le voyez, la fidélité du patient n'est plus ce qu'elle était à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Donc on est dans un nomadisme où il y a dans un monde volatile, incertain, ambigu qui est VUCA, des patients qui sont de plus en plus informés, qui sont de plus en plus exigeants et qui ont des attentes qui ont explosé. Avant, leur attente quand ils rentraient dans votre pharmacie, le patient avait une seule attente, c'est de demander le médicament et de le recevoir en contrepartie. Et il était content. Aujourd'hui, est-ce que cela suffit ? Je vois encore des têtes qui font comme ça. Donc, on a des patients sur lesquels on doit se centrer davantage parce qu'ils ne sont plus là avec une seule et unique attente. Et puis, ils sont aussi de plus attentifs au prix et à leur santé.
Donc avant d'arriver chez vous ou même avant d'aller chez les médecins ont la même problématique que vous aujourd'hui au niveau business pour développer leurs cabinets médicaux. Et ils sont déjà informés sur leur santé. Il y a aujourd'hui de l'éducation sur Internet. Tout le monde sait utiliser YouTube. On a des digital natives, donc une population qui est de plus en plus jeune au Maroc et qui est très connectée au réseau et donc qui est déjà informée sur sa santé. On a aussi un boom de la digitalisation de l'acte d'achat, qui n'utilise pas Glovo aujourd'hui, ou Jumia, ou pour ne pas faire de pub à personne, mais qui n'a déjà pas fait d'achat en ligne depuis Covid. Ça a explosé de manière exponentielle aujourd'hui, même les supermarchés en souffrent. Parce qu'aujourd'hui, on fait nos courses en ligne, on n'a même plus envie d'aller le samedi matin au supermarché avec un caddie pendant 2h30. On va aller faire sur des marketplaces nos courses qui vont être livrées dans l'heure. Hyper impatients, hyper exigeants, hyper informés. Et puis aussi, il y a de plus en plus de l'automédication. Ça, par contre, c'est un danger énorme pour le patient. Et là où il y a une opportunité pour l'officine, pour ce centre patient, c'est que vous êtes le recours de soins le plus proche. Donc, on a environ 12 000 pharmacies. Les chiffres exacts sont entre 10 000 9 000 actifs, je crois, mais il y a grosso modo une pharmacie tous les 300-400 mètres au Maroc. Donc, vous êtes le recours de santé le plus proche aux patients et donc vous devez être en surveillance de cette automédication et la centricité patient fait partie c'est un outil pour cet enjeu-là. Donc, tout ça nous fait qu'il y a des constats clairs, il y a des pressions sur la marge de l'officinal et il y a l'outil centricité patient qui est aujourd'hui incontournable parce que pour augmenter cette marge, sans connaître mes clients et sans être centré sur les besoins de mes patients, je ne pourrais pas développer correctement ma marge officinale à travers l'augmentation du panier moyen, du chiffre d'affaires, etc. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'on a un patient, comme vous avez dit, client, développer la relation client-patient, mais client, est-ce qu'il est patient? Eh bien, justement, il faut un peu mapper. Qui est ce patient? On a le patient qui arrive et qui achète son médicament pour lui. Il est malade et il va demander un conseil. Mais on a aussi le patient qui est là pour son papa, sa maman, qui ne peut pas se déplacer à votre pharmacie. Donc lui, il est influenceur de l'acte d'achat. On a le patient qui est le payeur. Donc ça peut être aujourd'hui l'État qui va prendre en charge une bonne partie de la médication des patients marocains. On a l'utilisateur qui a besoin de savoir comment ça marche s'il achète un tensiomètre chez vous. Donc on va acheter un tensiomètre pour la grand-mère. La grand-mère est la patiente, mais vous ne l'avez jamais vue. Donc il faut que ce soit simple d'utilisation pour elle. Et donc tout ça fait qu'il y a une complexité de cette centricité patient. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qui est-ce qu'on va considérer comme notre patient au sein de notre officine? Est-ce que c'est juste celui qui a besoin de soins ou c'est aussi celui qui influence l'acte d'achat? Donc il y a deux façons d'approcher la chose. Et quand on dit qu'on est centré patient, ça veut dire qu'on va aller mapper cette chaîne de valeur pour savoir comment je vais avoir une influence positive sur ce patient final à travers des acteurs qui vont avoir un lien avec lui avant d'avoir un lien avec moi. Alors, ça s'inscrit dans l'adoption de l'approche solution. Avant, quand on faisait du business ou du marketing, l'approche traditionnelle voulait et la pharmacie était inscrite dans cette approche depuis très longtemps, on avait un produit, donc super, le produit est là, il est de bonne qualité, il est disponible, ça suffit. À partir du moment où je le mets sur le marché, il se vend de manière automatique. Aujourd'hui, le patient, quand il rentre à votre pharmacie, pour certains, il y aura toujours besoin de cette approche traditionnelle. Il est venu pour chercher son médicament. Son objectif principal, c'est qu'il soit disponible et dispensé. Mais aujourd'hui, ce patient, quand il va rentrer, il y a un autre type de patient qui va rentrer, qui va
pas avoir besoin juste que le produit soit disponible ou de bonne qualité. Il va avoir besoin de vous parler pour savoir comment l'utiliser, combien de fois il faut le prendre. Vous allez me dire, mais ça, c'est peut-être pas mon rôle, c'est peut-être le rôle du médecin. Mais le médecin, il va lui donner une ordonnance qui, généralement, des fois, est très mal écrite. Rien que le fait de la lire est une solution que vous lui apportez. Donc, on ne réfléchit plus produit, on réfléchit la solution qu'on va apporter. Et la solution, eh ben, ce n'est pas... C'est toute la solution qu'il y a autour du médicament que je vais proposer. On va le voir tout à l'heure dans les conseils associés à l'ordonnance notamment. On parle de l'inversion des inconnus. Donc ça touche tous les secteurs d'activité et vous n'êtes pas épargnés. Avant, dans les grandes usines, quand on faisait des voitures ou quand même on créait des médicaments, eh ben, on allait travailler sur le produit et on allait le lancer sur le marché en se disant « je ne connais pas le marché ». On parle de marketing de masse ou production de masse. Aujourd'hui, c'est le contraire. On va aller faire des focus group avec les clients, on va les intégrer dans le laboratoire et c'est en fonction de ça qu'on va aller créer l'automobile ou créer le médicament. Et c'est pour ça que dans les directions médicales, de plus en plus dans les industries pharmaceutiques, on va parler de unmet medical needs. L'industriel aujourd'hui va aller chercher quels sont les besoins qui ne sont pas compléter, quelles sont les lacunes par rapport à ces besoins en médicaments. Et c'est qu'à partir de là que je vais aller faire ma R&D sur la molécule. Je ne vais pas la faire dans mon coin avec des chercheurs sans prendre l'avis de mon patient final qui lui en a besoin. Sinon, je risque de développer un médicament qui va sortir dans 5 ans ou dans 10 ans et qui ne sera absolument pas utile pour ma population. Je ne vais pas aller sortir un antigrippal alors que j'ai des gens qui ont besoin de médicaments contre le cancer. Bon, je dis les deux exemples qui me viennent en tête vu que je suis grippée, mais le fait est qu'il y a besoin de vraiment connaître le besoin du patient avant même de développer dans le laboratoire la molécule en question. Donc on est en train de parler d'interactivité. Et cette interactivité, on l'a grâce à quoi aujourd'hui? Comment on peut connaître tous ces unmet medical needs, la co-construction de la solution avec mon patient, connaître mon patient? Parce qu'avant, voilà, on ne pouvait pas interagir avec notre patient tout le temps, à part au moment où il vient à notre comptoir. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez interagir avec lui sans vous en rendre compte? Vous interagissez tous les jours avec votre patient, vous ne vous en rendez même pas compte. Les réseaux sociaux, le digital. Vous êtes aujourd'hui, quand vous allez sur Instagram, quand vous lisez les articles de presse et quand vous avez d'une opinion civile qui va vous donner une information sur un médicament qui a été en rupture ou un médicament qui a fait du mal, là, on est dans une interaction permanente. Vous avez cette information que vous n'étiez pas capable d'avoir il y a 20 ans. Donc, on est dans une interactivité digitale permanente. Ça va encore plus loin. Je sais que dans le secteur de la santé, on ne peut pas aller directement en front avec le patient, mais dans d'autres secteurs d'activité, on a même des publicités sponsorisées qui vont remonter parce que cette interaction, elle est des fois... D'ailleurs, je me posais la question il y a 2 jours, j'étais en train de penser à un produit. Penser, j'en ai même pas parlé. Penser. Voilà, ça commence à m'inquiéter parce que je commence à me dire qu'on a peut-être des puces. Et je trouve 2 minutes plus tard une publicité sponsorisée sur Instagram par rapport à la pensée que j'ai eue. Donc là, on est dans une interactivité totale dans certains secteurs d'activité, mais votre secteur de la santé, il y a aussi cette interaction de plus en plus parce que le patient s'exprime. Le patient donne son avis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donne son avis sur ses expériences et sur ses besoins. Et il faut y être très attentif. Alors, du coup, un outil très très important pour la centricité de votre patient, c'est ce qu'on appelle l'expérience, le ressenti de ce client quand il va rentrer dans votre pharmacie. J'adore cette citation de Maya Angelou, qui est grande écrivaine, auteure américaine, très très inspirante, romancière. Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est-à-dire que une fois que vous rentrez, qu'ils viennent chez vous en pharmacie, s'ils ressentent dans juste une interaction de communication qu'ils sont en train de déranger ou qu'ils sont mal reçus, eh ben, ils s'en souviendront
beaucoup plus que s'ils n'ont pas trouvé le médicament en stock. Parce que c'est quelque chose qui a touché leurs émotions, l'affectif. Et l'affectif, généralement, il impacte assez directement la personne. Donc, on est sur quelque chose d'hyper important aujourd'hui comme outil. Donc, quand on parle de centricité patient, on doit absolument réfléchir expérience patient. Et donc, l'expérience patient, c'est ce qu'il attend de moi. Donc, OK, il va venir pour la transaction, il vient pour chercher le produit para, le complément alimentaire, le médicament en question, mais il vient aussi pour vivre un moment. Donc là, c'est l'émotion qu'il va ressentir au comptoir. Est-ce qu'il va être dégoûté? Est-ce qu'il va être déçu? Est-ce qu'il va être heureux, enchanté? C'est ce qu'il va ressentir, l'odeur qu'il va ressentir, le bien-être qu'il va ressentir par rapport à la luminosité que vous allez avoir en pharmacie, etc. Et puis aussi, c'est ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il pense de votre pharmacie, qu'il avait comme impression avant même d'arriver à cette pharmacie. C'est ce qu'on appelle l'image de marque. Donc, pour arriver à une expérience positive, on a plusieurs étapes. On a ce qu'on appelle l'orientation client, et on va le voir tout de suite ensemble. On a le produit, ça on ne va pas le voir parce que vous connaissez, je suppose, très bien vos produits, les médicaments et les autres produits parapharmaceutiques et médicaux. On a les services, on va le voir ensemble. Et on a la relation client, ça c'est dans le cadre d'une autre conférence par rapport à l'empathie, la communication qu'il peut y avoir pour développer une relation client d'enchantement. Tout ça fait qu'on arrive à une expérience client positive. Commençons donc par l'orientation client. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? C'est quoi la différence entre étant orienté client et une expérience client? Être orienté client n'est pas automatique. Être orienté client, ça veut dire que culturellement et intrinsèquement, vous allez réfléchir à votre patient et aux besoins de votre patient, avant toute chose. Mais surtout, généralement, le pharmacien est orienté patient parce que vous avez fait des études scientifiques, vous avez une éthique, une déontologie, et vous avez comme premier objectif éthique de développer un parcours de soins positif et de dispenser les soins pour votre patient. Mais pour votre personnel, il doit également être orienté client. Mais pourquoi ce n'est pas automatique? Parce que pour bien mesurer l'orientation client, on va voir, dans notre cerveau, on a le système 1 et on a le système 2. Donc, ici, on va faire un petit exercice ensemble. Dites le plus vite possible la couleur de chaque mot ci-dessous. Pas le mot lui-même, mais la couleur du mot. OK? Allez, c'est parti. La couleur du mot, pas le mot. D'accord. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Hein? Alors maintenant, deuxième exercice. Dites le plus vite possible la couleur de chaque mot ci-dessus, pas le mot lui-même. Ça va plus vite. Rouge, vert, bleu, noir, jaune, parce que les mots sont de la même couleur. Donc là, dans le premier exercice, vous avez utilisé ce qu'on appelle votre système 2. Alors que dans le deuxième exercice, vous avez appelé ce qu'on appelle votre système 1. Donc l'intuitif vs le raisonnement. Donc quand vous avez du mal à faire quelque chose, vous ne le faites pas. Mais si vous avez du mal, vous concentrez juste 5 secondes et vous allez tous réussir l'exercice haut la main. Mais vous avez quand même besoin de faire en sorte que votre cerveau s'adapte à l'exercice. Alors que là, le deuxième, c'est comme quand on va... quel système de pensée fait-on appel pour calculer 2 plus 2? Système 1, 2 plus 2 égale 4, tout le monde le sait, ça fait longtemps qu'on l'a appris quand on était au CP. Remplir sa note de frais. Bon, la majorité ne sont pas salariés, mais je peux vous dire que c'est bien le système. Faire une grimace de dégoût face à une image horrible, ou face à un pharmacien qu'on dérange. Conduire une voiture sur une grande ligne droite déserte, sans aucune voiture autour de nous. Conduire une voiture dans une tempête de sable. Alors, tout à coup, on a peur, on est concentré, figé sur notre volant. Donc là, on fait appel à notre réflexion. Et répondre à une demande ou à une réclamation client. Répondre à une demande ou à une réclamation après une journée stressante. Vous êtes disputé avec votre femme, avec votre mari, et puis là, vous avez un patient qui vient et qui vous dit « Moi, le médicament est périmé ».
ce sera beaucoup plus compliqué de de le gérer que si vous êtes de bonne humeur à 9 heures du matin après votre sport et votre café. Donc, on a ce système 1 et ce système 2 développés par le grand penseur Kahneman, Daniel Kahneman, les deux vitesses de pensée. Donc, on pense avec un système 1 et un système 2. Et donc, quand on dit qu'on est orienté client, ça veut dire qu'on a travaillé sur notre système 2 pour que ce soit assez automatique de répondre aux réclamations de nos patients, de comprendre et d'être empathique aux besoins de nos patients et de pouvoir gérer leurs besoins assez rapidement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la culture client au sein d'une entreprise ou la culture patient au sein de l'industrie pharmaceutique et de l'officine et même des cabinets médicaux. Alors, le grand enjeu chez vous de la centricité patient, c'est de comprendre le double parcours. Donc, première des choses pour une expérience positive de votre patient, de votre officine, c'est que vous travaillez sur votre orientation patient à vous et à celle de votre personnel. Que votre système 1 soit facile à mettre en place pour répondre à ces réclamations. Mais aussi, la deuxième chose, c'est qu'on a un parcours de service et on a un parcours de vente. D'un côté, vous devez assurer des soins, mais de l'autre côté, vous devez aussi être rentable et donc vendre des produits au bon prix avec la bonne marge, etc. Donc, on a un parcours de service qui est très focus sur le patient, alors qu'un parcours de vente qui est très focus sur la casquette client de notre patient. On a un parcours de service qui va impliquer une proximité, une relation avec le patient. Il vient chez vous à la base parce qu'il a un attribut très important qui est celui de la confiance et de la réassurance. Alors que quand il est avec sa casquette client, il est beaucoup moins impliqué parce qu'il est là parce que le médicament est accessible, parce qu'il n'a pas envie d'attendre au comptoir et de faire de la queue. Il veut avoir le choix, il veut que le prix soit le meilleur et il veut que l'ambiance de la pharmacie soit agréable, que ça sente bon, que la luminosité soit agréable, etc. Donc il y a ce double parcours qui est un enjeu considérable. Et il y a aussi deux choses. Quand on passe à la centricité patient, on shift le paradigme. Avant, on était dans ce qu'on appelait le mix marketing du 4P. Le produit, le prix, la publicité et la place. 3P pour vous parce que la publicité ne s'applique pas au secteur de la santé. Aujourd'hui, dans le shift de la centricité client-patient, on est dans le 4C. Donc, le produit, aujourd'hui, on ne se concentre plus sur quels sont les produits que j'ai dans mon officine. Bien sûr, on doit se concentrer sur le produit que j'ai dans mon officine, mais en fonction de ce que recherche mon client. Ça ne sert à rien d'aller vous faire vos achats et vos marchés en fonction uniquement des meilleurs prix si vous n'avez pas essayé de comprendre sur l'année 2024 qui s'est écoulée qu'est-ce qui est le plus ressorti de votre officine et qu'est-ce que le patient a le plus réclamé et demandé. Donc, on est sur la considération et les besoins des attentes de ma patientèle. Avant, on réfléchit au prix de qu'est-ce que ça va me coûter pour mettre en place ma marge. Aujourd'hui, je réfléchis qu'est-ce que ça va coûter à mon patient. Donc, quand on est sur le développement du panier moyen, je dois voir quels sont les produits d'appel que mon patient est capable de s'offrir. Si je pose en OTC des choses à 300 et 400 dirhams, on ne va pas être surpris du fait que ça ne s'écoule pas assez rapidement parce qu'on est complètement hors panier moyen d'achat de ce que se permettre un consommateur lambda. Mais si on met des petits produits d'appel de entre 20 et 50 dirhams, ça risque de motiver l'achat. Aujourd'hui, avant, c'était la publicité dans les 4x4 pour les entreprises. Aujourd'hui, on est dans la communication et l'interaction. On voit quasiment plus de 4x4. Et la communication, par contre, autant la publicité ne vous concernait pas, autant la communication vous concerne pleinement dans la centricité patient. Parce qu'aujourd'hui, la communication, elle est interactive. Je ne sais pas ce que dit la loi encore par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux pour la communication avec votre patientèle, mais je vois en tout cas que ça se fait de plus en plus et que ça ne dérange personne, puisque ça apporte un avantage concret et positif de l'accès aux soins du patient. Et puis, place. Donc, place pour les gens, pour les autres entreprises, c'est tous les canaux de distribution de leurs produits. Pour vous, votre place, c'est votre pharmacie. Donc, on chouchoute la pharmacie. On fait en sorte que ce soit un cocon de bien-être le maximum possible. Donc, tout ce qui est les grillages
qu'on voit encore dans certaines pharmacies à l'entrée, c'est anticentricité patient. Vous allez me dire, oui, mais la sécurité, mais c'est anticentricité patient. Donc aujourd'hui, on doit permettre un parcours libre et une communication fluide. Parce que quand on voit un grillage, ça veut dire que c'est un symbole d'une communication déjà rompue entre vous et votre patient. Comment vous allez conseiller ce patient derrière un grillage de prison? Donc on est dans quelque chose qui interrompt toute possibilité de développement des services. Alors que le développement des services, c'est là où vous pouvez vraiment faire un levier de rentabilité extraordinaire pour votre officine. Donc, quelques chiffres rapidement sur l'importance de cette expérience client. Acquérir de nouveaux clients patients coûte 7 fois plus cher que de fidéliser un client existant. Donc on chouchoute ceux qui sont là, ceux qu'on connaît bien, les familles qui viennent et qui reviennent. Croyez-moi, c'est pas un effort qui sera vain, parce que ça va vous coûter plus cher de fidéliser sur du long terme un nouveau, surtout avec les jeunes qui sont très très volatiles. 15% des clients les plus fidèles contribuent à 60% des ventes. Et vous verrez, si vous faites une analyse, que ces fameux fidèles qui sont là depuis des années, eh ben, c'est ceux qui développent les achats par le bouche à oreille, qui reviennent, qui recommandent, etc. 86% des patients ayant eu une expérience positive sont susceptibles de racheter, contre 13% pour ceux qui ont eu une mauvaise expérience. Donc la communication bienveillante, le fait d'être agréable et d'être présent est aujourd'hui hyper important. Et puis 60 à 70%, c'est la probabilité de vendre à un client existant, alors que pour développer un panier moyen, c'est à peine 5 à 10% pour vendre à un client patient qui est là pour la première fois de sa vie dans votre pharmacie. Et donc, on est sur le développement des attributs de satisfaction. J'essaye de voir qu'est-ce que attend ce patient de moi. Et donc, c'est là que je vais passer à la partie service en rapidement vous donnant quelques attributs de satisfaction. L'attribut de satisfaction d'un patient en pharmacie, premièrement, c'est qu'il vienne et qu'il trouve disponible le médicament pour lequel il est venu. Disponible en qualité, en quantité, avec les marques ou non, molécules ou non de ce qu'il recherche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux basiques, les seuils, où on va dire qu'il est satisfait. L'attribut moteur, c'est le générateur potentiel de satisfaction ou d'insatisfaction. Donc ça peut être le manque de conseils, la communication qui n'est pas bienveillante. Donc si j'ai un patient qui a envie de parler un peu plus que la transaction et que vous n'avez pas le temps pour lui, que vous répondez à un téléphone qui sonne de la pharmacie pour répondre à un fournisseur ou à un comptable, ça m'est arrivé. Je suis arrivée, je trouvais que le pharmacien discutait avec quelqu'un d'un laboratoire parce qu'il ne l'avait pas livré en temps et en heure, mais moi j'étais là derrière le comptoir. Et j'étais en train d'attendre et d'écouter cette conversation. Alors, qui est prioritaire ici? Est-ce que c'est le fournisseur? Ou pour le fournisseur, vous êtes un patient, donc il fait très bien son travail. Mais pour vous, votre priorité, c'est votre patient. Ce n'est pas le fournisseur derrière le téléphone. Donc, on raccroche, on prend le temps de finir avec son patient pour que son expérience soit positive et qu'il soit sûr de revenir. Et puis, on a l'attribut bonus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est les petits échantillons, éventuellement, que vous pouvez donner. C'est le conseil associé, c'est la préparation de pilulier. C'est des choses qui peuvent être aujourd'hui gratuites, mais qui peuvent se transformer en service payant par la suite. Donc ça, c'est des attributs de satisfaction moteurs pour un client et pour le fidéliser. Exemple, quand je vais au café, mon attente, c'est de m'attabler, que dans une table où je ne vais pas avoir un coup de vent, je vais prendre mon café qui soit chaud. C'est tout. Mais si j'ai un serveur souriant qui me ramène ma petite bouteille d'eau, là, je suis passée à l'attribut moteur. Je suis encore plus contente. Mais alors, s'il me ramène le chocolat avec le petit café, je suis hyper heureuse. Donc là, on est dans des attributs de satisfaction en fonction de chaque secteur d'activité différent. Et donc, il faut, pour connaître ces attributs de satisfaction, dans une expérience positive dans une officine, connaître le moment de vérité. Le moment de vérité, c'est le moment juste avant l'achat, généralement. C'est la première bonne impression que va avoir un patient quand il rentre dans votre officine. Qu'est-ce qu'il va ressentir ? Quelle est la première relation qu'il aura avec vous? Quel est le premier feedback qu'il va avoir de vous? Et c'est dans ces moments de vérité que se
qui ne se répètent pas, qui sont vraiment les premières impressions, qui représentent des opportunités pour vous distinguer de la pharmacie à 300 mètres, de la parapharmacie à quelques mètres, de la grande surface, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le moment of truth en littérature. Et puis bien sûr, un outil indispensable, c'est la capacité à reconnaître, comprendre, apprécier les émotions des autres, être sensible au pourquoi et comment les patients clients ressentent ce qu'ils ressentent. Et pour ça, il y a 4 étapes pour l'empathie au comptoir. La première étape, c'est l'écoute active. Donc j'écoute pour comprendre, parce que je peux très bien être le patient est en train de me parler, mais moi je suis en train de réfléchir à autre chose. Donc je ne suis pas dans une écoute active. L'écoute active va supposer que je lui pose les bonnes questions pertinentes pour orienter la conversation. Je dois donc collecter la bonne information, s'assurer le patient a bien compris en lui reposant des questions qui vont me permettre de vraiment comprendre son besoin. Et ensemble, on fait de la co-construction de la solution, c'est-à-dire on résout le problème ensemble. Alors, quand on fait une recherche sur la patient centricity, il y a 8 éléments qui ressortent. Le premier, et donc c'est des choses qu'on a déjà vues, mais grosso modo, quand on dit centricité patient des soins, donc dans la partie vraiment purement médicale, on est dans le respect, donc on retrouve ça dans l'empathie, on est dans l'information du patient, on n'est plus dans l'approche traditionnelle d'elle, un pharmacien, c'est moi qui sais. Je suis le scientifique. On n'est plus dans cette approche, on est dans une approche d'information et d'obligation de cette information du patient. On est dans le support émotionnel en impliquant ses familles. Donc, si vous avez des personnes âgées en gériatrie, il est très important pour vous de connaître leurs enfants qui sont en charge d'eux, ou leurs nièces, ou leurs aidants, soignants, nounous pour certains. Ça dépend sans aucun jugement de valeur, du cas de chacun. On est dans de la coordination avec le médecin traitant. Oui, et là, il y a une table ronde très importante dans cette édition EOFIN Expo qui est la collaboration médecin-pharmacien pour la centricité patient, mais c'est indispensable. Parce que très longtemps, on a travaillé en silo, les pharmaciens d'un côté qui dispensent les médicaments, les médecins de l'autre qui traitent et qui donnent les diagnostics. Mais aujourd'hui, les pharmaciens, vous êtes le premier recours de soins. Donc l'approche collaborative met le patient au centre et lui permet un soin hyper important. Donc ce n'est pas du dirigisme, absolument pas. Collaborer avec les médecins, c'est très important pour que le patient soit bien soigné. Donc, il y a la coordination, il y a la continuité, la transition. Bon, ça, c'est dans un monde très digitalisé. Inch'Allah, on aura le dossier électronique patient, etc. Vous devriez probablement, pour améliorer la centricité patient, faire de la coordination avec les cliniques et les hôpitaux. C'est l'accès aux soins, le confort et l'implication des familles et des amis. Du coup, quand on voit un peu l'écosystème du pharmacien, on a le patient client qui, généralement, est envoyé par un prescripteur qui est son médecin, l'hôpital, l'infirmier, etc. Donc, l'influence d'achat vient des prescripteurs. Et puis, on a 3 choses à faire au niveau de la pharmacie. On a le produit, mais généralement, on a une très grande concurrence sur les produits avec la baisse des prix des médicaments, avec le nombre de pharmacies autour, avec les grandes surfaces qui se mettent aux produits pharmaceutiques. À l'étranger, avec aussi des grands distributeurs logistiques qui vont aller prendre tous les over-the-counter, les produits OTC et les vendre aussi en grande surface. Donc, est-ce que le levier aujourd'hui, disponibilité des produits, monopole du médicament et baisse des prix est un levier suffisant? Je ne pense pas. Mais par contre, les leviers que vous avez sont celui du service et de la qualité. Et quand on parle de service, on parle forcément de centricité patient. Pourquoi? Parce qu'on va permettre de développer et d'enchanter l'expérience du patient et d'améliorer ses soins. Les services qui existent. Alors, il y a des services qui existent de manière officielle, il y a des services qui existent de manière officieuse. Je pense beaucoup plus aujourd'hui de manière officieuse au Maroc que de manière officielle. Mais vous devez forcément savoir plus que moi. Il y a les entretiens pharmaceutiques, il y a le suivi des maladies chroniques, diabète, tension, obésité. Il y a les dépistages tests, comme ceux du coronavirus, par exemple, que vous aviez fait. Il y a les préparations pharmaceutiques, que vous êtes les seuls à pouvoir faire avec les mélanges, etc., prescrits par les médecins. Le conseil au comptoir et la lecture d'ordonnances, qui
ne fait pas déjà ça? Tout le monde fait ça, n'est-ce pas? Sauf que c'est gratuit. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est gratuit. Mais, si vous le faites déjà bien, c'est une sorte d'investissement dans le capital immatériel de votre pharmacie. Parce qu'en le faisant de la bonne manière, vous fidélisez de manière automatique votre patientèle. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré, scientifiques, que la fidélisation, et vous ai montré quelques chiffres tout à l'heure, d'un patient, d'un client, apporte forcément un revenu. Même s'il n'est pas visible sur vos bilans, il est visible dans le taux de réachat, si vous le calculez. Alors, en France, j'ai fait une petite recherche, depuis 2018, donc juste avant Covid, ils ont eu l'autorisation de commencer à facturer les services payants. Mais malgré ce décret en 2018, c'est pas assez clair. Le décret reste quand même, vous le voyez, un peu flou, relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés par les pharmacies d'officine dans le but de favoriser l'amélioration, le maintien et l'état de santé des personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans le décret? C'est que vous pouvez donner ces services, mais ce qu'ils disent, vous pouvez les facturer. Non, mais depuis ce décret, ils les facturent. Les pharmaciens facturent le service en France. Alors, les services, il y a 3 composants. Il y a le dépistage et la prévention. Il y a les services facilitant la vie des aidants et des patients. Donc, les aidants, ça peut être aussi les parents des personnes âgées qui ont besoin que vous les preniez en charge. Et le suivi et accompagnement des patients. Et le service peut être considéré aujourd'hui comme un levier, outil de la centricité patient pour être concurrentiel, car vous êtes le seul à pouvoir les faire. Avant, votre avantage concurrentiel, c'était quoi? Hein? Pardon? Monopole. Monopole. Oui, c'est ce que vous avez dit. Donc, aujourd'hui, vu la baisse des prix des médicaments, la pression sur les marges, etc., il faut trouver un autre avantage concurrentiel, lequel est, possiblement, ces services-là, puisque aucune grande surface, aucun drugstore, aucune parapharmacie dans le monde, défions-les tous pour qu'ils puissent donner ces services. Ils n'ont pas la compétence, vous êtes les seuls à l'avoir et vous êtes les seuls à avoir le capital confiance aussi de vos patients pour le faire. Donc, essayons de voir un peu plus qu'est-ce qu'on trouve dans ces services. Alors, le premier service, c'est de développer le conseil associé à l'ordonnance. Dans le conseil associé à l'ordonnance, on a une estimation du conseil associé auprès de 10 patients par jour sur une base de 50 dirhams par patient. Bon, ça, c'est des estimations qui ont été faites à l'étranger. Moi, j'ai baissé le prix. Ils avaient fait une estimation de 8 € par patient. Nous, on va faire une estimation juste de 50 dirhams par patient. Si vous faites le 50 dirhams par patient sur 10 patients par jour, on est à 500 dirhams jour de chiffre d'affaires en plus. Soit 152 500 dirhams sur l'année. Ça, c'est juste si vous avez une ordonnance et vous avez un conseil associé à cette ordonnance. Si vous arrivez après chaque ordonnance à augmenter juste de 50 dirhams, vous avez un chiffre d'affaires supplémentaire de 150 000 dirhams en moyenne sur une base de 305 jours. Mais pour faire ce conseil associé à l'ordonnance, 50 dirhams, c'est vraiment faible. Vous pouvez éventuellement développer plus. Mais pour faire ça, ça ne va pas se faire automatiquement. Ce n'est pas en vous disant « Ok, je vais faire du conseil associé à l'ordonnance » ou en disant à votre personnel « Il faut faire du conseil à l'ordonnance » que ça va se faire automatiquement. Il faut se former et donc préparer des fiches en fonction des différentes aires thérapeutiques et des différentes maladies que vous allez recevoir en pharmacie. Une fiche. Quand on a une ordonnance où on a un antibiotique par rapport à la grippe ou qu'est-ce que je peux proposer en plus? Je liste. Parce que ça va guider votre personnel dans la dissociation du conseil associé, dans la dispensation du conseil associé, tout en ne faisant pas de bêtises. Parce que, attention, scientifiquement, c'est quand même hyper engageant. Donc, il faut former les équipes sur ces fiches. Mais pas que. Il faut aussi les former aux techniques de communication, étant donné qu'il faut qu'ils puissent communiquer sur ce conseil associé de la bonne manière. Alors, ensuite, l'automédication. On a généralement, ça c'est des chiffres en France, 80 ventes hors ordonnance par jour, selon la source Gers Data en France. Donc, bon, je ne sais pas pour vous au Maroc, malheureusement, on a besoin d'études de marché pour pharmacie pour avoir ce genre de chiffres, mais vous avez souvent des gens qui rentrent sans ordonnance.
et qui vont demander du paracétamol ou de la vitamine. Donc, sur ces demandes sans ordonnance, vous êtes quelque part un peu le médecin en face, puisque vous êtes le professionnel de la santé. Donc, il faut essayer d'augmenter le panier moyen des ventes hors ordonnance. Il faut se dire qu'il faut augmenter le panier moyen de minimum 10 dirhams par demande d'automédication. Et puis surtout, suivre les paniers moyens. Donc ça, c'est un conseil que je donne souvent. Dans les tableaux de bord financiers, il faut absolument, si vous arrivez à faire ça, ce serait super pour votre forecast et votre prévisionnel et pour savoir ce que vous pouvez donner comme conseil. Quand un patient rentre chez moi, je fais l'analyse de c'est quoi son panier moyen et qu'est-ce qu'il prend en général. Si j'ai une estimation du panier moyen mensuel sur janvier, février, avril, chaque mois, je vais savoir exactement ce que je dois acheter, qu'est-ce qui me rapporte le plus de marge et qu'est-ce que je peux donner en conseil. C'est que du bénéf. C'est une simple analyse, mais c'est que du bénéf. Mais pour développer ces nouveaux services, il faut absolument des compétences et il faut une marketing de l'offre et de service. C'est-à-dire qu'on change un peu l'emballage des services. Avant, c'était comme si c'était quelque chose d'acquis par le patient. Rendons-le comme quelque chose de valorisé, quelque chose de plus important. Donc, l'avantage du développement du service, c'est que avant, pour le produit, on avait prix de vente moins le prix d'achat. Et la marge était décidée en fonction du coût du médicament. L'avantage du service, c'est que c'est quasiment tout bénef, parce que vous n'achetez rien. Vous vendez votre capital immatériel, vous vendez votre compétence de scientifique, vous vendez votre service en tant que pharmacien. Donc c'est juste le prix de vente. Donc la marge brute d'un produit, c'est le coût de la commande, le coût du stockage, le coût de l'immobilisation de ce produit, le temps passé à la dispensation, on a la marge nette. Alors que la marge brute de service, c'est juste votre temps. Votre temps, étant donné que vous le passez à la pharmacie, autant le passer en le vendant, en le valorisant. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire, mais est-ce que ces patients sont vraiment intéressés par les services ? Ils ont fait une enquête en 2018 en France, enquête pharma système qualité, auprès de clients patients. Et ils ont vu que 25% par exemple sont intéressés par la réalisation d'un coaching en santé, ou encore par la délivrance des médicaments sans prescription auprès de leur pharmacien, ou par l'interprétation des objets connectés, etc. Donc on est sur une moyenne de 25% de réponses par oui. Ça, c'est en France, sachant qu'au Maroc, on a cette notion et culture du service qui est encore plus développée, mais beaucoup plus acquis aussi. Donc voyons comment on va faire. Aussi, ce qu'ils ont ressorti de cette étude, c'est que c'est les plus jeunes qui sont de plus en plus intéressés par les services. Donc dans le business model de la pharmacie, vu les nouvelles générations à venir, on va attendre que la pharmacie du futur soit de plus en plus une pharmacie de service, parce que le patient s'attend à ce qu'on le mette au centre. Et aussi, ils ont dit qu'en France, la majorité sont près de 20%, par exemple, voire 29% ici, si je m'éloigne un peu, entre 24 et 27%, sont intéressés par la livraison mensuelle d'un traitement, sont intéressés par la livraison hebdomadaire d'un pilulier et sont prêts à payer pour jusqu'à 9 € chez eux, l'équivalent de 100 dirhams chez nous. Donc, avoir aussi des études de pricing chez nous pour voir à combien peuvent être facturés ce genre de services. Mais en tout cas, dans les études sur la population française, qui peut être lissée à notre population en intégrant des paramètres culturels, c'est possible. Donc, il faut pour ça lever les freins, c'est être proactif, agir et ne pas subir, utiliser la centricité patient, la customer centricity, le marketing et votre casquette business comme un levier et pas comme une honte ou quelque chose de péjoratif, comme ça a souvent été vu. Ne plus craindre le refus des clients patients. Ce n'est pas parce qu'un patient va vous dire non au départ que forcément il va rester sur sa position. Donc quand on va aller dans un magasin de chaussures et qu'on nous propose le cirage, on dit non. Ça ne veut pas dire qu'on ne revient pas pour acheter la chaussure. Donc il ne faut pas craindre de refus du tout. Et puis, il faut surtout développer les compétences commerciales des équipes. Pour lesquelles, les Marocains et le commercial, ça devrait être bon.
Ce qu'il faut développer par contre, c'est la culture patient, l'orientation client dont je vous ai parlé tout à l'heure pour que le système 1 soit plus rodé. Exemple de service gratuit au service payant. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc là, votre service aujourd'hui n'a pas beaucoup de valeur, même s'il est hyper important pour la patientèle marocaine, croyez-moi, surtout dans les zones les plus reculées. On a un exemple qui est l'eau payante dans les vols. Avant, à la rame, vous prenez un vol avec la Royal Air Maroc, vous allez demander de l'eau. Vous allez recevoir quoi? Un gobelet avec de l'eau. C'est de l'eau minérale en vente, en bouteille, etc. Mais c'est dans un gobelet. Mais c'est gratuit. Vous allez monter dans Ryanair, vous allez demander de l'eau. Vous allez recevoir quoi? Peanut. Vous allez recevoir de la bouteille à 3 € minimum. D'accord? Sauf que c'est la même contenance, c'est la même eau, c'est la même marque. C'est de l'eau minérale, etc. C'est juste qu'une, vous la payez environ 30 dirhams et une, elle est gratuite. Donc, juste le changement d'emballage fait que vous êtes plus prêt à payer la bouteille d'eau fermée minérale que la bouteille d'eau qui était fermée à la rame, mais qu'elle va ouvrir et qu'elle va vous mettre dans un gobelet. Donc là, vous valorisez tout d'un coup l'eau avant et même vous allez peut-être penser à l'acheter à l'aéroport avant de monter dans l'avion quand vous allez prendre un vol avec Ryanair. Donc, on est dans le marketing de services en officine. Quelque chose qui peut se faire, c'est de présenter plusieurs différents niveaux de service. C'est quoi un niveau de service? Qui déjà prend l'attention en officine pour ses patients? Gratuit ou payant? Alors, on peut garder la prise de tension gratuite, mais on peut aussi proposer un exemple ici. Prise de tension simple, mesure de votre tension, restitution du résultat. On garde ça gratuit. Mais pour les nouveaux patients, on met un prix, 20 dirhams. On a un ancien patient qui arrive. Oh, pourquoi? Parce qu'il faut mettre ça en totem, attention, il faut mettre ça affiché. Parce que vous ne pouvez pas lui dire la prise de tension c'est 20 dirhams, il va croire que vous l'arnaquez. Mais si c'est affiché et que ça ne vient pas de vous, là, il va l'intégrer avant de communiquer avec vous. Donc, on met l'affichage. Pour les anciens qui sont déjà habitués à prendre l'attention chez nous gratuitement, écoutez, il n'y a pas de problème. Hein, maintenant, ils vont me dire, maintenant, vous faites payer l'attention. Choma, c'est quoi ce truc? Il n'y a pas de problème parce que vous êtes un patient fidèle. Eh bien, je vais continuer à vous prendre l'attention gratuitement jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Avantage. Vous le mettez en avant. Même si on a changé nos process, toi, tu es avantagé. Donc, tu ne paieras pas d'attention encore pendant 1 an. Alors que tous les nouveaux patients, ils vont dans l'affichage, ce sera intégré dans leur tête. Et puis, on a un deuxième niveau de service. Prise de tension, c'est une chose. Suivi de la tension, c'est autre chose. Si on a 4 mesures, c'est-à-dire qu'il vient chez vous 1 fois par semaine, donc qu'est-ce que ça apporte comme truc positif? C'est qu'il revient. Donc, probablement qu'il va être intéressé par d'autres achats. Donc, le fait de le ramener pour les 4 mesures, non seulement il paye, mais en plus, il va peut-être être intéressé par d'autres choses. Il va avoir une analyse graphique de ses tensions. Vous pouvez faire ça, je ne sais pas si pour la plupart vous avez des ERP, mais maintenant la digitalisation est hyper simple. Donc il y a des tensiomètres connectés qu'on peut connecter directement avec des PC, etc. Et vous donnez une analyse graphique sur les 4 mesures et sur 1 mois, vous lui dites, voilà votre tension, comment elle a évolué. Et on transmet aussi les résultats par WhatsApp ou par email aux patients et à votre médecin traitant. Là, ça va coûter 100 dirhams. Et c'est intéressant parce que ça lui permet de s'engager de manière hebdomadaire ou mensuelle à faire quelque chose qui est bien pour sa santé et en même temps à être en contact avec un professionnel de la santé qui est vous. Et en même temps, c'est bénéfique pour vous en tant que pharmacie. Donc à la fois, vous avez développé un suivi du soin de votre patient tout en développant la rentabilité de votre officine. Attention, ce n'est pas contradictoire, c'est très complémentaire. On a aussi la livraison à domicile. Alors, je sais pas, je sais qu'il y a eu des débats sur le click and collect, qu'il y a eu des tentatives, mais que finalement, ça ne s'est pas fait, etc. Mais aujourd'hui, un patient peut très, très simplement vous envoyer un coursier via Glovo pour pour avoir la livraison de ses médicaments jusqu'à chez lui. Puisque de toute façon, vous allez dispenser le médicament, vous n'êtes pas
en mesure de savoir c'est pour qui et pourquoi. Donc, la livraison, aujourd'hui, est une vraie question qui se pose. Alors, en France, c'est déjà acté, ok, pas de problème. Et puis, au lieu de l'appeler livraison, parce que jusque-là, la livraison, elle est, pour certains, elle est gratuite pour ceux qui le font, ou elle est non officielle, etc., on appelle ça dispensation de médicaments à domicile. On change encore une fois l'emballage. On n'appelle pas ça livraison. On n'est pas là juste pour de la transaction. On dispense le médicament à domicile parce qu'on va aussi envoyer que vous devez prendre le matin et le soir. On va aussi envoyer peut-être un petit conseil associé avec une petite fiche. On va aussi envoyer une invitation à venir prendre sa tension. Donc, c'est des petites choses qui peuvent être importantes pour le patient. Alors ça, si jamais je te dis, je peux te livrer dans la journée et je fais de la présentation des traitements et les conseils de prise, la livraison va te coûter 20 dirhams. Bon, ou la livraison va te coûter rien. Mais si je fais de la livraison express, que je fais la présentation du traitement et des conseils et que je fais la préparation du pilulier pour votre maman ou votre papa, là, la livraison, elle va coûter. Donc, on peut considérer que celle-là, elle est gratuite, mais si je prépare le pilulier, je te donne un pilulier et j'écris, et ça permet de gagner un temps fou pour les enfants des personnes âgées qui sont salariées, qui ont des travails très, très prenants, il est prêt à payer pour le confort de son papa et sa maman. Ça va lui permettre de diminuer sa charge mentale et de lui enlever une épine du pied et de développer le rendement de votre officine. Donc lui, il est aussi un influenceur du patient et qui est très important. Donc la préparation de pilulier, c'est quelque chose aussi qui peut être développé. Et puis, il y a plusieurs exemples de suivi du patient que vous pouvez réaliser en entretien pharmaceutique, le sevrage tabasique, le suivi des patients atteints d'un cancer, parce qu'entre la chimio et la chimio, ils n'ont pas forcément l'accès à leur médecin traitant ou à la clinique ou à l'hôpital, mais ils ont la facilité d'accès chez vous, être rassurés, mettre mise en confiance. Le suivi des patients diabétiques, il y a aussi des possibilités de faire les suivis avec les appareils de glucomètre, le suivi des jeunes mamans, le suivi des patients après une chirurgie, le bilan d'observance des traitements et le conseil aux voyageurs, etc. Donc il y a plusieurs offres à développer, on va dire, mais à valoriser pour que ce soit quelque chose qui va avoir une valeur ajoutée dans l'esprit du patient et qui va lui apporter une solution. Donc on réfléchit toujours à le service, c'est quoi la solution que ça va lui apporter. Et en fonction de chaque aire thérapeutique, qu'est-ce que je peux proposer comme service? Pas juste, le fait qu'il me parle, c'est déjà un service. C'est pour ça que je vous ai parlé déjà de fiches techniques par aire thérapeutique, par type d'ordonnance, par type de médicament, pour pouvoir apporter le meilleur conseil possible à votre patientèle qui vous considère comme premier recours de soins. Et donc, voilà tout pour la centricité patient. Et je vous remercie vivement pour votre attention. Et j'ouvre la session Q&A. Et je remercie aussi les laboratoires Botu, puisque cette conférence est avec le soutien des laboratoires Botu. Je remercie l'organisation de EasyCom, comme d'habitude. Et à vous l'honneur.